Alors effectivement, c'est moi qui suis devant vous, mais ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est surtout le travail de toute une équipe et puis, je pense, d'un ensemble de chercheurs et d'enseignants qui ont cru vers 2016-2017 au fait que la réalité virtuelle était effectivement un enjeu. Et donc, aujourd'hui, je vais peut-être plus me focaliser par rapport à l'exposé que je viens d'entendre. Moi, je vais peut-être plus me focaliser sur des travaux de recherche qu'on mène actuellement, qui sont le fruit de l'évolution de notre utilisation de la réalité virtuelle en clinique, clairement. Donc, à la base, la majorité des chercheurs qui travaillent avec moi ont une formation en thérapie comportementale cognitive, ce qui veut dire qu'on est très fortement influencé par les théories de l'apprentissage. Et cet après-midi, vous avez le professeur Stéphane Bouchard qui est vraiment à l'origine de notre réflexion sur quelque part l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc ça, c'est vraiment un point central. Ça veut dire aussi qu'en termes d'équipe, nous, on a très vite compris que c'était important, les psychologues, de travailler avec des informaticiens, des designers, avec des personnes dont quelque part le système de pensée allait nous permettre de combiner qu'est-ce qui se passe dans les mécanismes de réalité virtuelle. J'ai entendu l'exposé avant et donc, par exemple, moi, je ne vais pas du tout vous présenter des environnements avec des avatars, bien qu'on en a développé aussi. C'est devenu exponentiel tout ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Je vais aussi rester sur une population de personnes qui sont, en tout cas, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, des personnes qui sont encore saines, qui ne sont pas dans la psychopathologie, mais il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites là aussi. Et alors, en termes de population, moi, j'ai une chercheuse qui travaille vraiment beaucoup avec l'enfant, et là aussi, c'est quelque chose d'exponentiel, ce qu'on peut faire avec les enfants. Et il y avait toute une série de contradictions, mais elles ne se vérifient vraiment pas du tout. Et donc, moi, je vais rester plutôt sur l'adulte, le jeune adulte, l'adolescent, et me centrer sur les comportements de santé. Et donc, c'est pour ça que je vais quand même me permettre de faire quelques rappels dont j'ai besoin pour un peu mieux introduire pourquoi je me suis intéressée à certaines études en particulier. Je pense que si c'est très important quand on met un patient dans un environnement virtuel, que ce soit celui de Stéphane Bouchard ou que ce soit n'importe lequel, c'est la scénarisation, c'est-à-dire c'est comment on va introduire la personne dans cet environnement pour aller chercher son attention, son intention, sa charge cognitive, sa charge émotionnelle. Et donc moi, je vais vous donner un petit peu mon déroulé, ce qui explique le choix que j'ai fait de vous présenter deux types d'études. Une étude sur des joueurs et designers, je vais vous expliquer pourquoi, et aussi une étude sur un facteur de risque particulier qui est le tabac, bien que dans le laboratoire, on travaille sur vraiment d'autres thématiques. Alors, je me permets quelque part de poser le débat en disant que la cible classique de la réalité virtuelle, en tant que clinicienne, évidemment, il se situe dans le traitement des phobies, dans le traitement des peurs, et c'est s'exposer à ces peurs. Donc, quelque part, on va avoir au niveau de l'amygdale quelque chose qui va fonctionner très rapidement, de l'ordre de 12 millièmes de seconde. Et donc, si je suis sensible à une araignée, si on me met dans un environnement où potentiellement une araignée peut apparaître, on va effectivement solliciter cette émotion de peur très rapidement. Et donc, la réalité virtuelle, c'est quelque part remplacer par des stimuli qui sont créés artificiellement et qui sont contrôlés dans un environnement virtuel, des stimuli que nous, on utilisait dans les cabinets de consultation. Donc, si on fait la phobie de l'araignée, on avait l'image, et puis une araignée morte, et puis une araignée vivante, sous coupole, etc. Et donc, la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui nous a offert un confort pour toutes les séries de peurs, les phobies, pour pouvoir exposer les personnes graduellement, avec beaucoup de sécurité et avec une efficacité égale à celle qu'on avait avant dans les thérapies comportementales, avec un coût moindre et quelque chose d'assez intéressant qui est un sentiment d'auto-efficacité qui est augmenté et qui se transfère plus facilement à d'autres objets phobogènes que quand on le fait dans une consultation classique. Donc, on a les mécanismes d'habituation, on a les mécanismes d'efficacité personnelle qui sont augmentés. Et quand on est clinicien, il y a aussi une réduction des croyances dysfonctionnelles. En prenant tout à l'heure le taxi,
j'entendais qu'un journaliste faisait le plaidoyer pour les araignées qui rentrent dans les maisons, en disant que c'est faux, elle ne va pas vous mordre, elle ne va pas vous sauter dessus, elle ne va pas faire toute une série de choses. C'est sûr que le travail d'exposition à cette heure, c'est tout un travail sur les croyances dysfonctionnelles. Alors, moi, j'ai tout de suite fait un transfert de ce que je connaissais dans la thérapie comportementale sur un autre domaine qui est très intéressant en psychologie de la santé, qui est ma compétence matière plutôt, donc j'enseigne plutôt la psychologie de la santé et les méthodes d'action en psychologie de la santé. J'ai transféré un certain nombre d'informations sur un objectif très important en psychologie de la santé qui est d'implémenter des comportements de santé, soit d'augmenter des comportements sains, donc si je pratique déjà une activité physique régulière, c'est que je la pratique encore un peu plus. À l'inverse, si je fume, essayer de réduire ma consommation de tabac. C'est un peu ça l'idée en psychologie de la santé. Donc, très axé effectivement aussi sur trouver des environnements virtuels où on va pouvoir placer des objets comme l'araignée qui rappelle l'objet problématique à la personne. Donc, j'ai un choix, un ascenseur, un escalier, un escalator, qu'est-ce que je prends? Il y a un paquet de cigarettes, est-ce que je vais quelque part avoir envie davantage de fumer? Donc, c'est cette idée-là qui va naître dans mon esprit en me disant, mais je peux tout à fait rester sur les mécanismes que je connais d'habituation. Si je m'habitue à prendre les escaliers progressivement, il n'y a pas de raison pour que ça ne devienne pas aussi quelque part un comportement qui soit intégré et maturé par la personne. Le sentiment d'auto-efficacité, dans le sens où si on prend toutes les théories d'implémentation de Webb et Sheran, par exemple, on va faire où, quand, comment, avec qui, et on va préciser effectivement cette implémentation comme on le fait lorsqu'on fait une désensibilisation. Et donc, un pas plus loin, mais là, je n'ai pas encore d'études à vous montrer pour le moment, mais la jeune chercheuse Aurélie Wagner qui travaille beaucoup avec moi, Céline Stassard travaille avec les enfants et Aurélie avec les adultes. On est en train de travailler sur l'activation comportementale, donc essayer de prendre vraiment cette technique comportementale avec à la fois planifier le coping, mais planifier l'action aussi, et donc éventuellement d'amener des personnes à produire des comportements qui ne produiraient pas dans d'autres circonstances. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Ici, je ne vous parlerai que des comportements de santé, mais par exemple, Aurélie Wagner, elle va transposer l'activation comportementale à des dépressifs légers, et c'est-à-dire essayer d'amener la personne à pratiquer une activité physique. Donc, on va regrouper les résultats qu'on a sur l'activité physique, les connaissances qu'on a sur la dépression, et les coupler dans un projet de recherche basé sur des techniques de réalité virtuelle où on va chercher à activer le comportement. Donc, toutes ces personnes, si vous souhaitez que je vous envoie des adresses mail, il y a des articles qui sont en train d'être écrits, d'autres qui sont déjà publiés. Donc, ça, c'est aussi tout un pan de recherche qui continue à se poursuivre à Liège. Alors, très rapidement, réalité virtuelle, donc c'est pour moi un outil qui permet aux individus d'explorer un environnement virtuel 3D en temps réel, géré par un ordinateur, et d'interagir efficacement avec celui-ci. Donc, la notion d'interaction, c'est-à-dire la notion de je peux contrôler, je m'arrête quand je veux, on ne va pas me faire aller plus loin que ce que je ne le souhaite, est vraiment évidemment fondamental en clinique, et c'est un point sur lequel, évidemment, dans les recherches, on va aussi s'appuyer. Alors, des environnements virtuels, je pense que vous êtes tous familiers avec ça, donc ils semblent réels. Notre base d'environnement virtuel, ce sont les environnements de Stéphane Bouchard qui ont été créés pour les phobies, les troubles anxieux. Donc, c'est un appartement, globalement, qui se décline avec des objets phobogènes ou c'est un bar, c'est une épicerie. Donc, ce sont des lieux de vie assez spécifiques. Donc, nous sommes partis de là, mais progressivement, nous avons eu besoin soit de modifier à l'intérieur des environnements de Stéphane Bouchard un certain nombre de stimuli, soit de créer nos propres environnements, mais je vais y revenir. Alors, moi, ce qui m'a plus particulièrement intéressé dans tout le champ de recherche, et donc là, c'est plutôt un intérêt qui m'est propre, c'est tout ce qui touche les canaux sensoriels. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est le visuel. On sait bien que de voir l'araignée, ça va suffire pour provoquer un certain nombre de stimuli.
Mais je me suis rapidement posé la question de savoir si, par rapport à des comportements de santé, est-ce que d'autres canaux, comme par exemple l'ouïe, ça pouvait jouer un rôle aussi, le fait d'être dans le toucher, tout ce qui est phobie alimentaire, par exemple, tout ce qui est le goûter, et éventuellement aussi tout ce qui est odeur. Parce qu'au niveau pavlovien, on sait par exemple que l'odeur au niveau de l'alcool, ou l'odeur au niveau du tabac, on sait que c'est quelque chose qui peut provoquer quand même, malheureusement, une envie de, et éventuellement des rechutes. Donc moi, je me suis dit, je vais surtout m'intéresser à tout ce qui est canaux sensoriels, et on va essayer de développer des environnements qui permettent effectivement d'articuler telle personne est plutôt sensible à tel canal sensoriel. Donc, si on veut quelque part lui venir en aide, alors on doit l'aider à travailler ce déclencheur-là en particulier. Et on sait qu'entre la vue et l'audition, par exemple, certaines personnes sont beaucoup plus sensibles à l'audition, au fameux son binaural, qu'à la vue, par exemple. Donc, il y a déjà des études qui ont été faites à ce sujet-là. Alors, je vous rappelle aussi, enfin, en tout cas, ça c'est ma position, je ne sais pas ce que le chercheur avant avait comme position, mais nous partons de l'idée que l'immersion précède le sentiment de présence. Donc, c'est qu'il faut d'abord qu'au niveau technique, il faut que la personne se dise « Ok, c'est un environnement qui peut exister, il me donne assez d'illusions, je peux bien m'imaginer que c'est un bar, j'arrive bien à me représenter que c'est un cinéma, je vois bien que c'est une cafétéria. » Donc ça, c'est vraiment la première, pour nous, condition importante. Donc elle perçoit et elle ressent un certain nombre d'informations et donc elle va accepter alors de s'immerger. Parce que si on n'a pas cette première étape-là de s'immerger, donc d'accepter quelque part que cet environnement est potentiellement quelque chose de réaliste, bah, on a déjà, en tout cas au niveau psychologique, des stratégies d'évitement, des stratégies d'échappement, et donc on n'a pas suffisamment, quelque part, capté l'attention de la personne pour passer à la séquence suivante, qui est effectivement le sentiment de présence, c'est-à-dire le fait d'être dans cet environnement virtuel-là, à faire un certain nombre de choses, à observer un certain nombre de choses, et c'est là que l'intégration multisensorielle va jouer pour moi un rôle vraiment très important, dans le sens où l'immersion, elle va dépendre du nombre de sens stimulés. Donc, si vous avez 2-3 sens qui sont stimulés ensemble, donc c'est les hypothèses qu'on a et qu'on a essayé de tester, je vous montrerai, la probabilité que la présence soit plus importante est effectivement élevée. Mais peut-être qu'on se trompe dans le sens où peut-être que certaines personnes ne préfèrent être activées que sur un des stimuli, sur un seul canal, par exemple, vont se suffire de l'audition pour être effectivement suffisamment présents et les deux autres peuvent gêner. Donc, les questions de recherche restent vraiment tout à fait ouvertes à ce sujet-là. L'autre chose que j'ai dit ici au début de l'exposé, c'est que pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait la possibilité d'une interaction. Donc, il faut que le sujet qui vient dans nos expériences puisse savoir que s'il veut arrêter l'expérience, il peut, il contrôle s'il va à gauche ou s'il va à droite. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, personnellement, je n'ai pas encore fait des travaux avec la 360 degrés, qui est une technique fort intéressante aussi, vraiment très intéressante. Et à Liège, par exemple, il y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur le 360 degrés pour l'immersion au niveau de l'alcool, qui compare avec la réalité virtuelle. Et donc, je pense que ça, ce sont des travaux intéressants aussi. Mais on est sur alors autre chose, on est alors sur le substrat qui permet l'immersion ou la présence. Et donc, ça s'écarte un petit peu de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, qualité de l'expérience immersive dépend du sentiment de présence. Je pense qu'on a assez insisté là-dessus. Présence personnelle, environnementale et présence sociale. Niveau de réalisme. Donc ça, vous allez voir que dans une des expériences, si vous vous adressez à des sujets plus experts, la tendance à scruter l'environnement et quelque part à ne pas se laisser suffisamment immerger pour être présent peut exister. Petite anecdote, ma fille est architecte et je lui ai proposé d'entrer dans un environnement. Elle a pris 10 minutes pour regarder les angles, les rapports, etc. Donc, elle ne s'est pas du tout laissée
je n'avais pas assez scénarisé, c'est pas du tout laissé imprégner. Donc, c'est vraiment une information auquel il faut être vigilant, puisque pour cet expert-là, la qualité et quelque part les stimuli qui sont autour vont capter son attention. Et donc, vous allez perdre au niveau de l'expérimentation un certain nombre de choses, ou au niveau clinique un certain nombre de choses. Et alors, le degré de réalité qui correspond à mes réponses face aux stimuli de l'environnement virtuel. Je pense que ça a dû être évoqué aussi, mais je tiens quand même à rappeler que les environnements virtuels, porter le casque nécessite quand même des conditions strictes, peut-être pas trop de fatigue, quelque part la consommation de produits avant, c'est quand même fortement déconseillé. Rester au-delà de 15 minutes dans un environnement en interaction, surtout si c'est un environnement avec beaucoup de stimulation, ben, voilà, on a le risque d'avoir les cybermalaises, donc qui ressemblent à des modes de transport, pardon, qui se répartissent en 3 catégories. Je pense que ça, vous connaissez. Comment ça s'explique, vous connaissez aussi. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et par exemple, Michael Schins, qui est l'ingénieur programmeur qui travaille avec moi, travaille beaucoup sur essayer de réduire ces cybermalaises. Mais pour nous, les cliniciens, le défi, c'est de séparer les cybermalaises de symptômes de type sensibilité à l'anxiété. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a un peu des nausées ou des vertiges, est-ce que ce sont des symptômes qui appartiennent déjà à son cortège plus anxieux ou est-ce qu'effectivement c'est bien provoqué par l'outil qui est là? Donc ça, c'est un défi assez important parce que parfois on a une aggravation de la symptomatologie qui est effectivement liée à la présence d'être en réalité virtuelle, mais parfois, sur certains sujets, on se dit, mais c'est peut-être quand même bien l'araignée, alors qu'ils ont déclaré au départ qu'ils n'avaient pas une phobie de l'araignée, qui a quand même provoqué ces sensations-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête qu'il peut y avoir un chevauchement ou une difficulté pour la personne à identifier à quoi il faut attribuer les symptômes. Alors, l'application en clinique, je pense que voilà, vous aurez M. Bouchard qui a vraiment été le déclencheur chez nous de toute une série de consultations, de travaux de recherche. On est maintenant reconnu un peu au niveau francophone, en Belgique en tout cas, comme formateur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé énormément. En enseignement, donc on a créé spécifiquement des environnements pour l'enseignement. Donc en psychologie, j'enseigne la réalité virtuelle par la réalité virtuelle. Donc, les étudiants pratiquent dans des TP, dans des cours. Je fais aussi une immersion pendant les cours et des choses de cet ordre-là. Et d'autres collègues dans d'autres facultés ont commencé à travailler comme ça. Et par exemple, là, vous avez une cuisine, c'est le prof d'espagnol qui donne une de ses leçons avec la réalité virtuelle et avec une interaction avec les élèves dans l'auditoire qui viennent ajouter des mots de vocabulaire ou qui posent des questions par rapport aux activités qui sont faites et l'activité est projetée sur l'écran. Donc, je pense que là, c'est un créneau fort intéressant aussi. Pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce qu'en fait, en termes de psychoéducation, enseignement, comportement de santé, moi, je l'ai mis, par exemple, dans un MOOC, Agir pour sa santé, et donc, je concilie recherche clinique et enseignement à l'intérieur d'une seule plateforme. Donc, je pense que ça, c'est aussi une des richesses de l'utilisation de la réalité virtuelle. Alors, en recherche, je vous ai mis l'équipe de chercheurs, mais je vous ai aussi mis Alexis Rouffaut. Je ne pense pas qu'il est là aujourd'hui. En fait, c'est quelqu'un qui travaillait sur des problèmes, je pense, liés à la nourriture, au comportement alimentaire et à l'obésité. Il m'a entendu une fois lors d'un congrès européen et il travaille ici à Paris de Gap avec sa promotrice qui est là-bas dans la salle et que je remercie encore. Et donc, il a décidé de venir faire une année de postdoc. Il a accepté de nous faire confiance et il est venu travailler en réalité virtuelle. Et donc, on a, grâce à lui, développé toute une expertise sur l'activité physique. Donc, je vous montrerai tout à l'heure un type de travaux qu'il a fait et des publications qui sont en cours avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on partage en enseignement en clinique et en recherche? On partage un objectif commun, c'est d'extraire l'utilisateur du monde physique dans lequel il se trouve. Donc, c'est notre défi, peu importe l'endroit où je me place, le domaine où je me place, c'est qu'à un moment donné, la personne soit effectivement bien
dans la scénarisation, présent dans cet environnement, et nous donne accès à ses émotions, à ses pensées, mobilise un certain nombre de comportements ou pas, nous laisse mesurer au niveau de l'eye tracking où il porte son regard, porte un biofeedback ou accepte de réguler sa fréquence cardiaque, c'est-à-dire Céline, par exemple, c'est une stassard avec des enfants, elle a installé Billy, qui est un petit papillon, qui, en fonction du degré de stress, se colore ou se décolore. Et donc, on crée vraiment à ce moment-là, je dirais, un moment suspendu où la personne est hors de l'espace et en même temps, elle n'est plus dans le bureau de consultation ou dans le bureau à l'hôpital, mais elle est en train d'apprendre éventuellement un nouveau comportement. Alors, si j'en arrive à comportement de santé, réalité virtuelle, comme je vous disais, il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'alcool. Donc ça, c'est la chercheuse, surtout Jessica Simon et son chef de service, Étienne Kertemont. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à l'alcool? De nouveau, le lien avec la clinique. C'est parce qu'en fait, ils ont travaillé sur les biais attentionnels pour deux raisons différentes. La première raison, c'est pour avoir de meilleures mesures des biais attentionnels, donc des mesures plus directes. Grâce à l'eye tracking, par exemple, ils arrivent mieux à cerner dans un restaurant comment une personne fonctionne et puis ils peuvent manipuler les stimuli, enlever des bouteilles, en remettre et des choses de cet ordre-là. C'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle ils travaillent sur les biais attentionnels, c'est parce qu'ils ont été contactés par des cliniques qui leur demandaient un outil pour aider à faire prévention de la rechute. Et donc, l'idée, c'est de travailler en collaboration avec les milieux hospitaliers, avec les cliniques qui font les sevrages, et d'essayer de trouver des protocoles qui permettent aux personnes, quand elles ont suivi le programme, est-ce qu'effectivement elles sont prêtes pour retourner dans un bar? Est-ce qu'elles sont prêtes pour retourner dans une épicerie? Est-ce qu'elles sont prêtes pour retourner dans leur appartement? Et donc, les biais attentionnels, c'est vraiment une façon aussi de faire prendre conscience à la personne que peut-être elle n'est pas autant à l'abri quelque part des pièges que représente l'alcool. Donc ça, c'est les travaux de Jessica. Je vous ai mis une publication, il y en a, il y a 3-4 travaux qui sont en cours et il y a des thèses qui ont démarré là-dessus aussi. Et puis le deuxième type de publication que je suis un petit peu plus, celle-là, c'est celle sur l'alcool, qui n'est pas ma compétence matière, c'est tout ce qui touche à l'activité physique, donc avec Alexis Rouffaut, où il a monté un protocole avec un choix important qui était est-ce que je prends les escaliers, l'ascenseur ou est-ce que je prends les escalators. Il a croisé aussi des variables comme l'urgence du temps ou l'effort à faire. Donc, il y avait 8 combinaisons possibles. Et donc là, il a commencé avec la chercheuse Chloé à publier les résultats. Et donc, on voit effectivement que les gens font un certain nombre de choix avec des croyances parfois tout à fait irrationnelles qui empêchent de choisir les escaliers, qui est la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire qu'on voudrait vraiment qu'ils utilisent plus souvent les escaliers. Même chose que pour l'alcool. En fait, c'est pour créer des outils à la disposition des cliniciens pour faire quelque part sortir les personnes en surcharge pondérale ou même dans l'obésité de cette difficulté à pratiquer une activité physique. Et donc, la recherche suivante, maintenant, ça va être de combiner les résultats obtenus par Alexis Rouffaut et ceux qu'on a déjà obtenus dans l'activation comportementale pour les proposer à des personnes qui sont en surcharge pondérale. Alors moi, plus personnellement, j'ai travaillé sur les canaux sensoriels, les joueurs de jeux vidéo et les designers. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'au niveau de la clinique, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la personne, si elle décide de mettre le masque, le casque pardon, de réalité virtuelle, non pas le masque, décidément, j'aimerais bien que quelque part, on soit dans une collaboration, c'est-à-dire que l'objectif qui est de la sensibiliser à un nouveau comportement ou de la désensibiliser par rapport à un autre comportement ne soit pas dérangé par les environnements, c'est-à-dire que ces environnements soient le plus adaptés possible à sa thématique. Et d'autre part, ça c'est la tâche de la psychologue clinicienne, c'est de baisser un maximum tout ce qui est stratégie d'échappement et stratégie d'évitement, tout ce qui est biais qui pourrait venir interférer avec la tâche d'habituation ou la tâche d'implémentation du comportement. Et donc, avec un
un collègue qui travaille avec moi aussi depuis de nombreuses années en réalité virtuelle et qui s'intéresse, lui, à ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire la position du corps dans la réalité virtuelle, parce qu'en fait, il s'intéresse beaucoup aux joueurs de jeux vidéo. Donc, on a essayé de monter ensemble un protocole pour essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'un joueur de jeux vidéo est soumis à un environnement de réalité virtuelle versus un designer qui aussi manipule du numérique, mais pas sur le modèle interactif, plutôt de façon statique. Lui, il va plutôt l'utiliser de façon statique. Est-ce qu'il va y avoir une différence entre ces deux personnes-là? Et ces différences, est-ce qu'elles seront à l'avantage soit des joueurs, soit à l'avantage des designers? Et est-ce que des stratégies d'évitement vont rapidement apparaître plutôt chez une population ou plutôt chez l'autre, ou pas du tout de stratégie d'évitement? Donc, on voulait voir en termes d'habituation, peut-être une des deux populations irait plus vite. Ça, c'est l'avantage, mais en allant plus vite, peut-être qu'elle passe certains stimuli. Et en termes de charge cognitive, on sait que les joueurs de jeux vidéo s'ennuient très, très vite. Donc, il faut une charge cognitive suffisante pour garder leur attention. Sinon, quelque part, ils décrochent. Donc, ce n'est ni de l'échappement ni de l'évitement, mais c'est du décrochage. Donc, on a formulé la question de recherche de cette façon-là. Donc, ce sont des joueurs de jeux vidéo d'un côté qui ont plutôt une habituation d'environnement virtuel interactif, alors que les designers, c'est plutôt statique. Et donc, on voulait mesurer un peu leur degré d'habituation lorsqu'ils étaient en réalité virtuelle, avec un impact ou pas sur la charge cognitive, avec un impact ou pas sur les cybermalaises et avec un impact ou pas sur le sentiment de présence. Alors, j'ai oublié de préciser que M. Covid s'étant invité à mes protocoles de recherche. Malheureusement, l'étudiante qui travaillait avec moi sur le projet a eu énormément de difficultés, d'une part, à recruter, curieusement, à ce qu'ils viennent dans le laboratoire, même si on avait pris toutes les précautions. Donc, on a un effectif qui, malheureusement, ne correspond pas du tout à nos attentes, parce qu'on espérait avoir 40-40, et on est vraiment très, très loin de ça. Alors, pour la charge cognitive, on a utilisé le test de Stroop. On pourra y revenir après. Pourquoi celui-là? L'idée, c'était de placer donc, les personnes dans un effort mental, en plus des environnements, pour voir si effectivement il y avait une différence qui allait se marquer entre ces deux populations-là. Et donc, de nouveau, pour au niveau clinique, être vigilant que si on a des populations avec des expériences différentes en réalité virtuelle, c'est important d'en tenir compte. Le design, un entretien pré-test, un test de Stroop 1 en ligne de base, puis une immersion de familiarisation, c'était en fait simplement l'appartement de Stéphane Boujard, son appartement avec une cuisine, une salle de bain, il ne s'y passe rien du tout, la personne pouvait y rester quelques minutes. Puis un test de Stroop 2, et puis une immersion d'exploration, parce que pour le recrutement, et c'est ça aussi qui a peut-être affaibli le N, on avait quand même annoncé que les designers et les joueurs de jeux vidéo, idéalement, ne devaient pas être phobiques de l'araignée. Ils pouvaient avoir une appréhension de l'araignée, mais pas être phobiques. Donc, on avait déjà quand même annoncé le fait qu'il y aurait une activation dans l'environnement. Et donc, ils ont eu un environnement où, s'ils étaient d'accord, on faisait apparaître une ou plusieurs araignées, voir comment ils allaient gérer cette charge mentale de la présence de l'araignée, tout en étant qu'ils n'étaient pas phobiques de l'araignée. Puis, un nouveau test de Stroop, puis les questionnaires et puis un entretien. Donc, malheureusement, peu de personnes. Donc, vous voyez, assez comparable, notamment les joueurs de jeux vidéo sont à 21 heures de jeu, hein, donc interactif, alors que les designers sont quand même aussi à 21 heures de logiciels, mais plus statiques de leur côté. Alors, très curieusement, et c'est tout à fait insuffisant et je ne vais rien interpréter du tout, eh bien, on a vu chez les joueurs de jeux vidéo, entre le Stroop 2 et le Stroop 3, une diminution quelque part de leur temps de réponse. Donc, ils ont été moins bons, ils étaient assez bons, et puis ils ont été moins bons, et puis ils sont redevenus de nouveau performants. Alors que chez les designers, la courbe a été constante, avec une progression constante. Et si vous regardez le niveau des performances au niveau du test de Stroop, elles sont un peu inférieures chez les designers, mais avec une courbe constante. Donc, il s'est passé un mécanisme chez les joueurs de jeux vidéo qu'ils ont commenté par la suite par, en fait, trop peu de stimulation. Donc, ce que j'avais dit, c'est-à-dire cette crainte de l'ennui, c'est effectivement un petit peu mobilisé. Alors, de façon assez surprenante, pas mal de cybermalaises, mais pas de différence de moyenne entre les deux échantillons, avec toutes les prudences évidemment.
Mais quand vous voyez des écarts types quand même assez importants, et clairement du côté des designers, beaucoup plus de cybermalaise que du côté des joueurs de jeux vidéo. Et quand même le résultat attendu, malgré tout ça, un sentiment de présence beaucoup plus important chez les joueurs de jeux vidéo que chez les designers. Donc, voilà, on s'est retrouvé avec des résultats qui vont un peu dans tous les sens, un tout petit échantillon. L'essai de mobiliser une charge cognitive, ce n'est pas si simple que ça d'aller les chercher dans le centre d'intérêt. Et donc, voilà, la conclusion, c'est que l'environnement favorise quand même le sentiment de présence, surtout si vous êtes quelqu'un qui est habitué à jouer avec des jeux vidéo. Ce qui veut dire que si vous mettez quelqu'un qui est moins habitué, il faut beaucoup plus l'entraîner pour qu'à un moment donné, il se détache des manettes, il se détache de tout l'aspect technique et qu'il entre vraiment dans l'environnement. Et donc, il y a une sorte d'adaptation beaucoup plus rapide, évidemment, chez les joueurs de jeux vidéo. Maintenant, nous devons absolument augmenter le N et revoir éventuellement, c'est ce qu'on a mis dans les limites. Peut-être le Stroop n'était pas assez interactif et peut-être changer de type de Stroop, avoir un Stroop sémantique, par exemple, en phase 2, de façon à recapter l'attention des joueurs de jeux vidéo, le nombre de participants, et peut-être ici introduire un groupe contrôle. Donc, quelque part, en tant que clinicienne, j'avais un certain nombre de perceptions et je n'ai par exemple, dans les entretiens, pas retrouvé du tout de mécanisme d'évitement, ni chez l'un ni chez l'autre. Quand le sentiment de présence y est, ils font les tâches qu'on leur demande de faire, c'est très bien scénarisé, donc ils arrivent à enclencher. Donc c'est une information importante, parce qu'il y avait une sorte d'a priori en disant, peut-être en clinique, quand on a quelqu'un qui est joueur de jeux vidéo, il va plutôt se retrancher derrière ces mécanismes. Mais avec le nombre de sujets qu'on a là, on doit évidemment continuer notre étude. Alors, à côté de ça, j'avais aussi un centre d'intérêt pour les canaux sensoriels et je voulais relever un défi qui était l'odorat. Donc, le visuel et l'auditif, les technologies maintenant sont vraiment très très bonnes. Haptique, le monde de l'informatique a vraiment pris le dessus au niveau de tout ce qui est haptique. Ce qui est un petit peu moins travaillé, c'est le sens de l'odorat. Alors là, ben, j'avais une jeune chercheuse, une jeune collaboratrice à vous, Sarah Mamouti, qui était vraiment très intéressée par mobiliser des environnements de réalité virtuelle et de mobiliser notamment l'odorat. Malheureusement, ben, pour une raison de Covid, le recrutement n'était pas possible, on était dans des conditions strictes et donc on est resté sur une revue de la littérature. Mais notre idée, c'était celle-ci, c'était que pour des jeunes fumeurs, l'odeur, donc la condition pavlovienne la plus massive, quelque part, et un peu plus archaïque, l'odeur serait supérieure aux vues ou à l'ouïe. Et donc, on a créé un environnement qui est un cinéma. Et la condition expérimentale serait, vous avez rendez-vous au cinéma, vous allez au cinéma, la séance dure 1h30, 2 heures, donc quelque part, on est déjà un tout petit peu dans du craving, les gens commencent à avoir de nouveaux besoins de fumer. Et donc, première condition, ils verraient un paquet de cigarettes. Deuxième condition, ils entendraient craquer une allumette. Et troisième condition, ils auraient l'odeur du tabac. Nous, on a expérimenté les environnements et certains d'entre nous étaient d'anciens fumeurs, d'autres étaient des gens qui n'avaient jamais fumé. C'est sûr que le bruit, voilà, ça n'évoquait pas grand-chose chez les gens qui ont pré-testé. La vue, oui, comme d'habitude, bon, on voit vraiment bien le paquet, on se dit, bon, est-ce que ça va tenter la personne? Par contre, l'odeur, les 3-4 personnes qui ont pré-testé sont tout de suite venues sur des souvenirs. Ça, c'était vraiment intéressant, parce que chacun a évoqué le souvenir de quelqu'un qui fumait, le souvenir de soi-même qui fumait, etc. Donc, on a vraiment eu un matériel différent. Mais je dois m'arrêter ici, parce qu'on n'a pas pu expérimenter. Normalement, on va reprendre en présentiel, et donc j'espère vraiment pouvoir publier une étude sur les odeurs dans le tabac, parce que je pense qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Il y a aussi des mouvements de retrait, donc par exemple quelqu'un qui n'avait pas du tout fumé, très très fort dérangé par l'odeur, donc vraiment il y a beaucoup de réflexions à avoir de ce côté-là. Alors j'ai une autre chercheuse qui voulait aussi travailler des adolescents fumeurs, mais elle avait un autre
objectif, c'était quelqu'un qui était plutôt dans la clinique. Et donc, ce qu'elle voulait, c'était transposer les informations qu'on a chez les adultes en se disant, ben, peut-être que, de nouveau, la clinicienne, peut-être que si je fais ce qu'on fait chez les adultes, je pourrais le faire chez les adolescents. Et donc, on pourrait faire de la prévention. Donc, le contexte ici, c'est chez le fumeur adulte, on sait que l'exposition en réalité virtuelle peut augmenter le craving et la réactivité physiologique. Donc, sa question, c'était, est-ce que chez des adolescents fumeurs impulsifs, l'exposition à la réalité virtuelle allait aussi augmenter le craving? Et elle, ce qu'elle voulait vraiment tester, et je trouvais ça fort intéressant, ça ressemble un peu à ce qui nous est demandé au niveau de l'alcool, est-ce qu'on pouvait proposer des techniques à l'intérieur de l'exposition, de façon à réduire le craving. Et donc, elle avait lu pas mal au niveau de la littérature, et il semblerait en tout cas chez l'adulte que ce qui fonctionne, ce sont des tâches d'interférence. C'est-à-dire que quand on va chercher quelque part des ressources avec une création d'images ou des comportements à produire, cette association peut être suffisante pour venir contrebalancer l'effet de craving et donc produire un effet d'interférence et donc réduire quelque part la sensation de craving chez la personne. Et donc, elle s'est inspirée de la littérature. La première technique auquel elle a pensé, c'était Tetris. La deuxième, c'était faire des exercices de pâte à modeler, mais en dessous de la table pour que la personne reste quand même immergée sur le temps qu'elle le faisait. Et la troisième technique, c'était une scénarisation où elle demandait, mélange un petit peu hypno, de fermer les yeux et d'imaginer une scène où la personne arrivait à se détendre. Alors, en termes de scénarisation, ça donnait ceci. Un premier scénario était proposé à l'entrée du cinéma avec des activations comme par exemple un paquet de cigarettes, un cendrier et un fumeur. Le deuxième scénario, c'était à l'intérieur du cinéma, il y avait aussi encore là un paquet de cigarettes qui était disposé et un deuxième qui était au sol. Et le troisième scénario, c'est encore à l'intérieur du cinéma et puis à l'extérieur du cinéma, de nouveau avec la mobilisation du paquet de cigarettes et des personnes qui fument. Donc, vraiment ici, un environnement basé seulement sur le canal sensoriel qui est la vue. Un design d'expérimentation qui est celui-ci, donc des questionnaires, un environnement neutre, donc la phase d'habituation s'est faite dans une rue, de nouveau pour que on n'ait pas des effets différents et qu'on puisse à peu près mettre tout le monde sur le même pied. Et là, une volonté de randomisation, mais M. Kovic s'est aussi invité dans cette étude-là. Une randomisation qui se passait de la façon suivante. Soit elle avait appris les trois techniques à l'adolescent, soit il en choisissait une et c'était toujours la même qu'il devait garder pendant les trois expositions à ces trois scénarios, soit il était dans le groupe qui avait le droit de changer et il pouvait éventuellement choisir une technique à un moment donné, choisir une autre à un autre moment donné. Donc, on voulait voir effectivement si la possibilité d'avoir un plus grand sentiment de contrôle sur les techniques aurait permis d'améliorer quelque part la baisse au niveau du craving. Donc, alternance entre les scénarios, test de craving. Les techniques prennent à peu près 1 minute et demie, 2 minutes pour être mises en place et les expositions ne duraient jamais plus que 5-6 minutes à l'intérieur, donc un temps qui était relativement compatible avec les conditions de réalité virtuelle. Même déception, donc très peu de sujets, 10 adolescents qui ont accepté de venir. Alors, on a appris beaucoup. Les adolescents, ce n'est pas une très très bonne idée d'aller les chercher sur le comportement tabagique parce qu'il y a un problème il faut l'autorisation des parents au niveau éthique et donc certains, les parents étaient au courant et d'autres, les parents n'étaient pas au courant donc ils ne voulaient pas venir dans l'étude. Donc on va réfléchir le protocole autrement et probablement aussi ajouter des jeunes adultes. Donc voilà, une toute petite population. On avait demandé qu'ils fument au moins depuis 6 mois. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va changer parce qu'en fait, les adolescents qui sont venus dans l'étude n'étaient ni des adolescents impulsifs, donc ils avaient répondu au questionnaire d'impulsivité, mais les scores étaient tout à fait normaux, voire bas, et ils n'étaient pas dans des situations de craving suffisantes que pour avoir une activation. Donc, le protocole, quelque part, est intéressant, mais il faut qu'on vérifie davantage les conditions et la mise en route du protocole pour pouvoir détecter quelque chose au niveau des résultats.
Dans les entretiens, on les a questionnés sur le fait on vous a imposé un choix, on vous laissait choisir, est-ce que ça change quelque chose? Il n'y avait pas de commentaires par rapport à ça, donc les adolescents n'étaient pas très embarrassés par le choix. Et en fait, ceux qui avaient le choix, ils ont choisi une technique et ils ont gardé la même. Donc, ils n'ont pas choisi de changer de technique à l'intérieur, ils s'accrochaient à une et ils la gardaient de toute façon. Ce qu'on avait, c'était un taux de présence qui était suffisant. Alors, l'étudiante a quand même regardé au niveau statistique pour voir si le taux de crévine, qui était vraiment pas du tout élevé, baissait quand même au fur et à mesure qu'on faisait des techniques d'interférence. Elle obtient un effet significatif, mais voilà, je ne le montre pas. Il faut effectivement qu'on contrôle les variables. Par contre, ce qu'elle va obtenir, c'est le même type de résultat. Ça, c'était inattendu pour nous que dans l'expérience avec les joueurs de jeux vidéo. C'est le problème des cybermalaises, donc qui était assez important dans cette population-là et très nettement supérieur chez les filles par rapport aux garçons. Donc les garçons en avaient peu et les filles en avaient vraiment beaucoup. Jamais au point d'arrêter l'expérience, mais quand même, on avait vraiment beaucoup. Donc, est-ce qu'on est ici dans quelque chose aussi qui est un mécanisme peut-être d'anxiété un petit peu différente entre les filles et les garçons? Donc, ça nous a vraiment beaucoup questionné. Alors, je pense que j'avais 45 minutes, c'est ça? Je suis presque bon. Je vais conclure. Et je vais conclure en reprenant ma diapositive de pourquoi est-ce que moi, je me suis intéressée au comportement de santé et en utilisant la réalité virtuelle. Pour peut-être en arriver à la conclusion que, en tout cas, ce qu'on veut faire, c'est-à-dire prendre des stimuli, les placer dans des environnements virtuels et essayer d'obtenir les mêmes résultats, les mêmes comportements, les mêmes techniques d'intervention, ça fonctionne. Que ce soit dans des environnements qui existent déjà de Stéphane Bouchard, où on les aménage, ou si nous-mêmes on crée des environnements. Je pense qu'on est suffisamment compétent maintenant pour savoir ce qu'il faut comme ingrédient, la charge cognitive, le niveau de stimulation. Et donc, oui, ça, on peut le faire. On peut transposer toutes ces connaissances-là au comportement de santé. En termes d'habituation aux stimuli conditionnels et apprentissage, l'expérience avec les joueurs de jeux vidéo vont dans le sens où ils étaient plus habitués, donc ils étaient plus vite pour un certain nombre de choses. Mais l'inconvénient chez eux, c'était très vite une émotion qui n'est pas bonne en réalité virtuelle, qui est l'ennui. Donc, il faudra trouver, c'est bien l'habituation, mais il faut que ça reste compatible avec une charge émotionnelle, puisque c'est ça aussi qui va nous faire apprendre davantage. Alors, l'augmentation du sentiment d'efficacité personnelle, ou comment, quand, avec et qui sera présent, on a commencé à le faire dans la dernière étude au niveau du tabac, avec ces jeunes qui pouvaient choisir, qui sentaient qu'ils avaient un contrôle effectivement sur des sensations. Mais voilà, ça reste vraiment des prémices. Et ça, c'est des projets d'études qui va se mettre en place à l'automne. Et pour ce qui est de l'activation comportementale au sens strict du terme, c'est tout à fait en construction. En arrivant ici, je ne disais pas assez de données pour vous montrer sur ce type-là. Mais je pense qu'il y a